Allons-y. Bonjour à tout le monde. Je suis Mathieu et là, je suis très très heureux une nouvelle fois de vous accueillir pour ce webinaire. On a 1 heure et quart devant nous. Euh, Vous connaissez les règles d'usage. Merci de couper vos micros, vos caméras pour fluidifier. Et en même temps, on aime bien être en interaction avec vous. Donc, si vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions, qu'on puisse réagir au fil de l'eau. Dans le fil de la conversation, on est très preneur de ça, de façon à ce que on ne soit pas dans un monologue, mais qu'on puisse aussi être en interaction et réagir, hein, et que vous puissiez participer de cette façon à ce webinaire. Alors, avant de rentrer dans le webinaire, je vais me présenter ainsi que Laurent qui va co-animer avec moi cette session. Donc, je suis Mathieu Hélas, moi je suis consultant associé chez Progress Partners depuis 13 ans maintenant. Et puis, j'ai 12 ans de passé industriel au préalable. Euh, voilà, moi, j'ai découvert l'amélioration continue ou les démarches d'excellence, peu importe comment on les appelle, il y a 23 ans de ça, chez un équipementier qui s'appelle Autoliv, hein, je travaillais pour eux. Et donc, j'ai découvert ces démarches-là au contact de Toyota et à l'époque du Kaizen Institute. Donc, on parlait de Kaizen, hein, à cette époque-là. Moi, ce qui m'anime, clairement, c'est co-construire avec l'équipe Progress, avec l'écosystème Progress et évidemment avec nos clients, les dispositifs qui permettent de créer des dynamiques collectives de transformation, hein, hein, dynamiques collectives qui sont au cœur des démarches d'excellence. Et donc, nous allons co-animer avec Laurent. Donc, je vais laisser Laurent se présenter. Oui, ben, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Laurent Boisseuil, je suis consultant chez Progress depuis 2 ans maintenant. Et je suis responsable du pôle opérationnel chez Progress Partner. En ce qui me concerne, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai très très vite fait du management. Et j'ai découvert le Lean, hein, puisque c'est comme ça que je l'ai découvert par ce nom-là, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et c'est quelque chose qui a considérablement modifié ma façon de voir le management et ma façon de voir l'industrie. Et pour reprendre les mots de Mathieu, ce qui m'anime moi, c'est dans le métier que je fais maintenant de conseil, c'est de voir au quotidien comment la performance et le développement des hommes ne sont pas quelque chose d'incompatible, bien au contraire, quoi. Et la satisfaction qu'on peut avoir quand on voit chez nos clients la performance qui s'améliore et le sourire sur le visage des gens. Alors en ce moment, malheureusement, on le voit moins bien avec les masques, mais le sourire sur le visage des gens, parce que non seulement on a amélioré la performance, mais ils y ont participé et surtout, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, ils sont beaucoup, beaucoup moins fatigués et beaucoup plus contents de leur semaine de travail. Donc voilà, c'est ces choses-là qui au quotidien, me font, moi, me lever le matin pour aller voir nos clients. Alors, 2 mots sur Progress. Progress a bientôt une quinzaine d'années d'existence. Euh, une vingtaine d'intervenants. Alors, l'idée, hein, c'est que ces intervenants-là sont vraiment des SOC, font partie de l'équipe de Progress. Et évidemment, on a des partenaires à côté de ça. Mais l'enjeu de cette équipe-là et de ce cabinet-là, c'est vraiment d'accompagner les transformations d'excellence, mais au sens global. Et ces dimensions-là, on va les aborder pendant le webinaire. Une chose qui est clé pour nous, c'est que tous nos intervenants ont de la seniorité, quoi, ont plus de 10, 15, 20 ans d'expérience dans des démarches de transformation parce que on veut avoir vécu ça, de nombreuses de transformations, de nombreuses expériences pour être capable d'accompagner et de lever les freins qui arrivent inévitablement dans ce type de démarche. Alors, si on revient sur le titre de ce webinaire qui s'appelle Réinventer l'entreprise. Réinventer l'entreprise, nous, on est convaincus qu'on est dans une période, et je ne parle pas du Covid, on est vraiment dans une période qui datait d'avant et qui va se prolonger bien au-delà de ce qu'on est en train de vivre à travers le Covid, hein, dans une période de changement profond, voilà, qui nécessite que les entreprises se réinventent.
Et c'est des bonnes nouvelles tout ça, hein. Parce que l'entreprise peut se réinventer, se transformer, donner beaucoup de sens à cette transformation. Ça, c'est indépendamment du Covid. Pour autant, on pense, et ce ne sera pas systématique, mais on pense que ce que l'on vit là, cette crise-là peut être un accélérateur dans des prises de conscience, un accélérateur dans la mise en œuvre de transformation, et que finalement, ce qu'on vit là, ça peut être le début de quelque chose de beau pour les entreprises. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique, dans cette conviction qu'il peut naître de ça des choses belles. Alors pourquoi on pense que cette crise peut être un accélérateur? Parce que on a vu dans le passé que les situations d'urgence dans lesquelles on est aujourd'hui peuvent amener à se recentrer sur des fondamentaux, sur l'essentiel. Alors, pour illustrer ça, ce que je propose, c'est qu'on commence par voir une vidéo, alors que certains ont vu, on l'a déjà passé lors du premier webinaire post-confinement. Donc, on était en plein dans le jus, et l'idée, c'est de passer cette vidéo. Donc, pour certains qui ont participé à ce webinaire, vous allez la revoir. Mais elle permet, donc c'est une vidéo qui parle de la crise sanitaire, sociale, hein, qui a eu lieu aux États-Unis suite à l'ouragan Sandy en 2012. Et on pourra faire un débriefing pour se dire, mais quels sont les fondamentaux qu'on ressort de cette vidéo-là? Ok, donc la vidéo est sous-titrée en français, elle dure 5 minutes, presque 6 minutes, je crois. Donc à tout de suite. I love to work, but I also like to put smiles on people's faces. If there's a child out there that's in need, I need to help this person out. Thank you very much. Yep. When we down to our last box and you have like 7 families standing on the line and you just have that one box and you don't know what exactly to do, that kills me. George is a great leader. He knows what he's doing, but they didn't really have a system kind of set up. Because if you have a good system, I think the work takes care of itself. We call TPS the Toyota Production System. The summation of many, many small, simple, cheap improvements can have a very big impact. People are starting to understand that these basic principles of the Toyota Production System apply to any kind of process. It doesn't have to be a manufacturing process. We have our way of doing it, but if there's a faster way for us to go out and get food out to people faster, then I'm all for it. I'm all for it. What about a different box size so that we're not shipping so much air? If we could go to a smaller box, we would have the benefit of being able to put more meals on the truck to serve more people. The side benefit being it's not so difficult to handle. The thing that struck me was how difficult it was for the volunteers that were there to pack that box. I mean, they were walking long distances, they were carrying heavy weight. It was kind of disarray, just the table in the middle. Everybody was scrambling to get stuff open. And I'm like, this is not really too productive. So by putting everybody on one side of the line and having the material come from the opposite, we think we're going to get a smoother flow. Yeah, let's go for it now.
I don't care if I leave work late. I don't care. You know, I don't want you to have to walk 15 feet to go get those 2 cans of corn. I want those cans of corn to be readily available to you in the right quantity at the right place at the right time so that you can pack it in the box. Wow, this looks a lot different, doesn't it? That's cool, yeah. Does anybody remember how long it was taking us to pack one box when we first started? 3 minutes. 3 minutes? That's exactly right. It was around 3 minutes. 3 minutes per box. What do you think we were packing one box? How long and how many seconds today? About 11 seconds. Kaizen is a Japanese word for continuous improvement. And what this philosophy means is we always want to strive step by step to make a process better. Outside Toyota, problem can sometimes have a negative connotation, like a bad thing. I find that in many cases it's better to say we have something that we can improve. Sweet. Much faster, way faster. Yeah? Yes. Much faster. Very good. Got plenty of homework. Yeah, plenty of homework. The list is a lot shorter than it was when we started. How long did you guys wait? We waited for like about a minute. That's it? Yeah, That's nothing. I know. Unfortunately, we had Sandy, but there'll be other cases where this needs to be done, and hopefully you've learned some of the basic principles so you can set something up from the beginning. One thing I did learn from these guys is how to structure things one by one, you know, not just take it as a whole thing and just be like, it's a mess, but instead I can take step by step by step. Voilà. Effectivement, Ghislain, ou Guilain, je ne sais pas comment ça se prononce, cette vidéo, apparemment, vous l'avez utilisée lors des formations, elle est extrêmement impactante parce qu'elle parle. Elle parle, elle est très concrète. Le point là qu'on voulait faire autour de cette vidéo, c'était de montrer en quoi cette situation d'urgence ramène aux fondamentaux. Et on voudrait faire ressortir 4 points fondamentaux. Le premier, c'est accepter la remise en cause pour satisfaire le client. Là, pour le coup, les sinistrés qui avaient besoin d'être livrés et en fait, on n'arrivait pas à livrer la demande. Donc en fait, il a fallu remettre en cause fondamentalement ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté viscérale de se dire on ne peut pas laisser des sinistrés dans cette situation. Est-ce qu'on peut garder cet état d'esprit vis-à-vis de nos clients en disant est-ce que j'ai vraiment nos clients, l'attention qu'on doit avoir de répondre à leurs besoins viscéralement ancrée? En disant c'est juste pas possible qu'on les livre pas à l'heure, c'est juste pas possible qu'on ne livre pas la quantité et la qualité qu'ils attendent. D'accord? Et ça, si on a cette attention ou cette intention viscérale, alors ça veut dire que naturellement on va remettre en cause les choses. On ne va pas rester sur une organisation, des acquis, des ressources telles qu'elles sont en disant de toute façon on ne sait pas faire mieux, quoi. D'accord? Parce que j'ai cette orientation forte client, alors je suis capable de me remettre en cause fondamentalement. Le deuxième point, c'est on n'a pas le temps de se dire on va automatiser là. Faut livrer plus. Ah bah ouais, on va mettre des robots. Bah non. Là, il faut répondre tout de suite. Donc, répondre tout de suite, ça nous amène à comment on peut faire différemment avec ce qu'on a. Et en fait, la première chose qu'ils mettent en œuvre,
c'est de chasser l'inutile, en fait, hein, ce qu'on appelle les moudas, hein, ce qui est exprimé dans la vidéo. Et là, on voit bien que le fait qu'on ait du temps, le fait qu'on ait des enveloppes d'investissement nous amène des fois à nous poser des mauvaises questions en disant ben, OK, pour faire plus ou pour faire mieux, on va investir dans des automatisations. Ouais, sauf qu'on va automatiser le Mouda. Donc, chassons-le plutôt que de l'automatiser. Le troisième fondamental, lié à ça, hein, à cette situation, c'est ils ont pris le temps de s'arrêter pour améliorer. Ils ne sont pas dit, mais ouais, mais attends, on n'a déjà pas le temps de livrer les caisses que l'on fait, tu ne vas pas nous demander d'arrêter pour repenser la ligne de fabrication des caisses, des colis. Non, ils ont dit, c'est pas grave, on va le faire. Alors, on va le faire soit pendant la journée, soit même on est prêt à aller le soir. Hein, on voit l'engagement de l'équipe. Mais ils ont pris le temps. Hein. Moi, j'adore le petit schéma qui est à gauche, là, en bas à gauche, hein, en disant, tu as des roues carrées, tu peux pas avancer. Non, mais on n'a pas le temps de mettre des roues rondes. Hein. Il faut qu'on pousse. Okay, si on ne prend pas ce temps-là, si on ne permet pas aux équipes d'avoir ce temps-là, alors on ne peut pas faire d'amélioration. Et ça, la situation d'urgence nous amène à prendre ce temps. Eh bien, la question, c'est comment est-ce qu'on garde cet état d'esprit dans la durée, au-delà de cette situation d'urgence, pour se dire, on se détache du temps pour le faire. On se permet de prendre le temps. On se permet d'arrêter ce qu'on fait. D'accord ? Et le quatrième point, c'est tous acteurs et chacun dans son rôle. C'est-à-dire que là, bien sûr, il y a des spécialistes de Toyota qui viennent aider cette association caritative-là. Bien sûr, ils viennent les guider. Mais à un moment, ce n'est pas eux qui font la transformation de la ligne. Ils amènent des concepts, ils expliquent comment ça peut être, et puis après, c'est l'équipe, avec le manager, qui est finalement le représentant de cette association-là, qui lead l'équipe, là, qui met en place. D'accord ? Parce que l'appropriation passe par ça, et l'émergence d'idées passe par l'implication de tous. Et en fait, pour aller vite, on voit bien, ils ont besoin d'aller vite et de répondre à ce besoin des sinistrés. Pour aller vite, on mobilise tous, tout le monde. Et en fait, l'enjeu, c'est de garder aussi cet état d'esprit et cette dynamique dans la durée, au-delà de cette situation d'urgence, pour se dire comment est-ce qu'on est tous acteurs et que finalement, la transformation n'est pas juste le périmètre de spécialistes, de quelques-uns, voilà, qui portent la transformation pour les autres. Non, l'enjeu, c'est d'aller vite, quoi. C'est d'aller vite et d'aller bien. Et on va bien parce que on va répondre aux besoins de ceux qui font, quoi. Hein, et le meilleur moyen de répondre aux besoins de ceux qui font, c'est juste qu'ils prennent les décisions d'amélioration de leurs pratiques. Ok, donc voilà. Donc l'idée, c'est de se dire cette situation d'urgence, elle peut amener finalement des retours aux fondamentaux. Le tout, c'est d'en prendre conscience pour les garder dans la durée. Laurent ? Oui, merci. Et donc, ce qu'on vous propose pour continuer ce webinaire, après donc, ce retour aux fondamentaux et ce petit film, eh bien, c'est de passer un peu de temps sur ce qu'on appelle cette période de rupture dont a parlé Mathieu. On va passer du temps là-dessus, et puis on viendra sur quelle démarche il faut mettre en œuvre pour pouvoir transformer l'entreprise et la réinventer. On parlera des acteurs et puis on conclura et on vous présentera quelques exemples de sociétés que vous connaissez tous, hein, soit industrielles et non industrielles, qui osent, qui sont en pleine refondation et réinvention de leur business model et ou de leur manière de travailler. Alors, en ce qui concerne les ruptures, la question qu'on se pose déjà depuis un moment, c'est pourquoi changer, et la réponse qu'on y apporte, c'est on change, pas parce que ce qu'on faisait avant n'était pas bien, mais parce qu'il y a une nécessité de changer par rapport à un monde qui nous entoure, qui change. Alors, on peut parler du cycle de vie des produits, on peut parler de la transition écologique, des nouvelles générations, de la mondialisation et maintenant de la démondialisation, ou plus exactement des relocalisations qui vont peut-être se mettre en place. On peut parler du big data, de la digitalisation, etc. Il est vrai que tous ces éléments nous poussent à nous transformer et nous poussent à changer. Et comme l'a dit Mathieu, on a vu que dans l'urgence, finalement, les transformations nécessaires
parfois très profondes ont été possibles. Et donc la difficulté, c'est comment préserver et conserver cette dynamique et cet état d'esprit. En fait, ce que nous, on pense, c'est qu'au-delà de la crise qu'on vient de vivre, au-delà du petit schéma qu'on vient de vous présenter, on vit effectivement, et ça, c'est Marc Alevi qui en parle très très bien, on vit une période où d'anciens paradigmes sont en train de laisser la place à de nouveaux paradigmes. Alors, c'est des périodes qui reviennent régulièrement, et on est dans les années 2000, dans cette période où les anciens paradigmes, par exemple, je peux prendre sur le rapport au travail, mais les anciens paradigmes sont en train de laisser place à des nouveaux. Et on est dans cette période où les deux courbes, celle des paradigmes anciens qui déclinent et celle des paradigmes nouveaux qui explosent, sont en train de se croiser. Et Marc Alevi nous dit, cette zone-là, qui va durer plusieurs dizaines d'années, c'est une zone de très forte turbulence, où on va avoir des ruptures fondamentales dans différents domaines. Alors, on va vous présenter, on a choisi, c'est pas exhaustif, on a choisi de parler de 3 ruptures en particulier. Et face à ces 3 ruptures, nous, on apporte des réponses par l'excellence. L'excellence, c'est tout d'abord ce que vous voyez au milieu du schéma, au milieu de votre écran. C'est mais qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qui nous fait rêver et quelle est cette étoile qu'on va vouloir aller décrocher. Et donc, cette excellence, nous, on la décompose et on a 3 composantes principales de l'excellence qui vont apporter des réponses. Alors, ce n'est pas aussi binaire que ce qu'on vous répond, mais qui vont apporter des réponses à chacune des ruptures. Bien entendu, chacune des ruptures, c'est finalement l'ensemble des excellences, mais il y a on va voir que la rupture écologique est plutôt, l'excellence opérationnelle est plutôt une réponse à la rupture écologique, l'excellence digitale plutôt une réponse à la rupture technologique, mais évidemment tout ça c'est un ensemble. Si on commence par la rupture écologique, alors qu'est-ce que c'est? Alors l'idée c'est pas de vous réexpliquer ces ruptures, mais globalement c'est quoi la rupture écologique? La rupture écologique, c'est que globalement, on entre dans une phase, et on le voit, on en entend parler tous les ans, où les ressources ne sont plus suffisantes pour la demande. C'est-à-dire que la demande explose, on pense être 10 milliards sur Terre en l'an 2050, et les ressources, elles, diminuent. Et donc, il y a un moment où on est dans un état de pénurie, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir suffisamment de ressources pour la demande qui est en face. L'excellence opérationnelle, quelle réponse elle apporte à ça? Elle apporte la réponse de il est indispensable de se focaliser sur le besoin du client. Ce besoin qui évolue, qui se modifie, etc., c'est vraiment l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on doit faire, c'est satisfaire nos clients. Et on les satisfera d'autant mieux et on économisera d'autant plus de ressources qu'on ne fera pas de gaspillage, on a vu la notion de Mouda, et qu'on fera bien du premier coup, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de défaut. Alors, comment ça s'illustre? Ça s'illustre, on le voit bien, ça s'illustre par des refontes de supply chain, où finalement, on va se dire que est-ce bien nécessaire d'aller chercher des ressources à l'autre bout du monde quand on peut les avoir plus près de chez nous, où sont nos fournisseurs, quelle relation on a avec eux. Ça s'illustre aussi par l'agilité de plus en plus nécessaire face aux besoins des clients qui, eux, sont de plus en plus fluctuants. Et ça, on l'a vu pendant la crise Covid. À la fois, il y a des entreprises qui se sont totalement arrêtées, mais on a aussi, et on en a chez nos clients, des entreprises qui ont dû, de manière très rapide, multiplier leur offre et produire beaucoup plus parce que la demande était de plus en plus croissante. Et puis, il y a cette notion de valeur d'usage. On sort d'une période où la grande bataille, c'était le prix d'achat, et peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une période où le client va plus regarder la valeur d'usage, c'est-à-dire en fait le coût du produit ou du service pendant toute sa durée de vie. Et peut-être que du coup, finalement, le prix payé au départ pour acquérir le service n'est qu'une partie de la valeur totale d'usage, et
Si on est dans le zéro défaut, alors peut-être qu'on pourra vendre plus cher, mais qu'au global, pour le client, la valeur d'usage sera inférieure et c'est ça qui fera la différence. Mathieu, si tu veux ajouter... Si on ajoute un complément, on ne va pas parler de rupture, mais d'inflexion politique qu'on entend ces derniers temps là, sur la relocalisation, sur la souveraineté. Hein, vous avez tous entendu parler de ça. C'est intéressant parce que souveraineté en regard de maîtrise des risques, en fait. Hein, maîtrise des risques de la chaîne d'approvisionnement. On peut parler de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, des équipements sanitaires, de la nourriture, etc. Des besoins primaires, en fait, hein, pour subvenir aux besoins de la population dans ces périodes de crise. Mais on voit bien, c'est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais ça fait écho finalement à des concepts historiques du juste à temps, de la lean supply chain, de l'agilité, c'est-à-dire être capable d'avoir des circuits courts dimensionnés sur le besoin client et capable de s'ajuster en permanence à un marché qui peut être volatile. D'accord, ça, c'est des concepts historiques de l'excellence opérationnelle hein, et du Kaizen dans nos mots hein, qui nous sont chers. Donc, à un moment, il y a ces prises de conscience-là qui, inévitablement, alors d'un point de vue légal ou réglementaire, je ne sais pas s'il y aura des évolutions, mais en tout cas, qui devraient faire prendre conscience dans les entreprises de ces évolutions de supply chain, de ces évolutions de flexibilité, et qui vont permettre à un moment donné de reposer les schémas de fonctionnement, en fait, hein, et les plans directeurs de ces entreprises-là. Alors, on passe maintenant à la rupture technologique. Donc, la rupture technologique, quelle est-elle? En fait, qu'est-ce que cette rupture technologique? C'est la capacité qu'on a maintenant, de nos jours, à traiter de manière algorithmique un maximum de données. Les algorithmes existent depuis longtemps, mais là, ce qui nous manquait, c'était la capacité de calcul qui permettait de faire tourner ces algorithmes pour arriver au résultat attendu. Et le gros problème de cette rupture technologique, c'est qu'on aurait tendance à vouloir profiter de cette capacité qu'on a maintenant à faire des calculs, etc., pour mettre l'homme au service de la technologie. Et dans l'excellence digitale, la réponse qu'on apporte, c'est non, c'est la technologie qui doit rester au service de l'homme. Alors avec bien sûr de nouveaux outils, mais surtout de nouveaux outils dans les usines, dans les services. On l'a vu hein, pendant le Covid, les outils qui nous permettent en ce moment même de communiquer à distance, qui n'existaient pas il y a seulement quelques années. Donc on est bien dans des outils au service de l'homme, mais bien plus profondément que ça, on pense que l'excellence digitale, c'est surtout cette capacité à construire de nouvelles propositions de valeur et de nouveaux fonctionnements au sein même de l'entreprise. Les illustrations qu'on peut avoir, c'est bien sûr tout ce qui concerne la plateformisation et la mise en place, la structuration d'écosystèmes, c'est-à-dire de partage de valeur de plusieurs acteurs qui vont proposer ensemble une proposition de valeur au client final. En complément, et ça va faire écho aux commentaires de Daniela, qui me parle énormément. En complément de cette rupture technologique, pour nous, il y a une rupture de la valeur, une rupture dans la perception de ce que c'est que la valeur ajoutée. Et si je le dis autrement, on va passer d'une valeur ajoutée morcelée à de la co-création de valeur. Et quand je dis on va passer, certains y sont déjà. Hein, c'est des choses qui existent dans des écosystèmes qui s'installent. Co-création de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire des partenaires, des tiers, des entreprises partenaires, qui vont co-construire ensemble, avec chacun leur domaine d'application, de la valeur pour un même client. Et en fait, cette notion de co-création de valeur, elle permet d'appréhender le besoin du client dans sa globalité et pas de façon morcelée. C'est-à-dire que chacun ne va pas créer de la valeur avec son produit, son service, de façon isolée, mais va appréhender la dimension globale du besoin d'un client, et c'est ce qu'on appelle un écosystème, dans un écosystème, autour d'une chaîne de valeur globale, et chacun des parties prenantes de cet écosystème va contribuer à créer une partie de la valeur.
Alors ça, c'est possible. Pourquoi c'est en lien avec la rupture technologique? C'est que c'est possible parce que la technologie va permettre de faire ça, à travers le partage de données, à travers l'identification de qui a créé quelle valeur, la répartition de la richesse, etc. Là où ça fait écho avec le commentaire de Daniela sur un aspect, une orientation sur la marge plus que sur le chiffre d'affaires, bah oui, c'est-à-dire que à un moment, cette coût de création de valeur, elle va aussi nous centrer sur des valeurs, hein, des créations de valeur qui sont fortes, génératrices de marge, en fait. Et ça, c'est important parce que si on veut être dans la frugalité ou dans le juste nécessaire, hein, pas de mouda, effectivement, l'enjeu, c'est d'être le plus impactant en termes de marge, plus qu'en termes de chiffres d'affaires, d'accord? Ça, c'est une autre notion qui rejoint la notion d'excellence opérationnelle qu'on a vue tout à l'heure, hein. Alors après, il y avait d'autres commentaires, hein, sur est-ce que c'est périodes de rupture, les périodes de choc? Je pense que peu importe, c'est effectivement des vocables un peu différents, mais ce qu'on veut dire derrière rupture ou choc, c'est il y a un avant, il y a un après, quoi. Hein, il y a des fonctionnements avant, il y a des fonctionnements après qui seront très différents. Hein, c'est la notion de changement de paradigme. Et pour finir donc sur cette présentation des ruptures, la troisième rupture sur laquelle on veut insister, c'est la rupture sociologique, dont la réponse est pour nous l'excellence relationnelle et managériale. Alors qu'est-ce que c'est? Comment Lévy nous explique cette rupture sociologique? En fait, cette rupture sociologique, la structure de l'entreprise pyramidale, comme on la connaît, a été créée pour faire en sorte qu'il y ait le moins de relations possibles entre les individus et qu'une information qui part du haut puisse aller le plus vite possible en bas, avec des liaisons d'une personne à une autre et qui se déclinent comme ça et qui forment une pyramide. L'excellence relationnelle considère l'entreprise comme un organisme vivant et donc par conséquent, et on rejoint la notion d'écosystème, mais là on est dans un écosystème interne, c'est que tout le monde va interagir avec tout le monde. Et donc, cette notion de pyramide n'est plus valable. Et la première chose dont vont avoir besoin les gens dans les entreprises, dont ils ont déjà besoin, c'est qu'on leur donne du sens et qu'on leur explique pourquoi, et non comment, mais pourquoi ils viennent travailler tous les jours dans cette entreprise. Ce qui crée, et ce qui est nécessaire, c'est de créer aussi ce sentiment d'appartenance à une entreprise, mais surtout à une équipe qui va tendre vers le rêve qu'on a proposé. L'excellence opérationnelle va aussi permettre de donner un cadre qui va favoriser l'autonomie et l'interdépendance, ce qui ne sont pas des termes antagonistes, hein. On est autonome dans son périmètre et on est interdépendant avec l'ensemble des autres qui ont aussi leur périmètre d'autonomie. Bien évidemment, on n'oubliera pas de développer les compétences. C'est d'autant plus important qu'on voit l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques qui vont nécessiter en permanence de développer les compétences et puis, en dernier point, l'excellence relationnelle. Pour pouvoir faire face à cette rupture sociologique, va devoir nous aider à modifier les postures managériales. Alors, comment on illustre ça? On le voit, hein, dans des entreprises, hein, avec des modes de fonctionnement et des modèles de fonctionnement émergents, tels que les organisations autonomes, responsabilisantes, voire les organisations libérées, qui poussent ces modèles jusqu'à supprimer complètement la notion de hiérarchie. On va le voir aussi, l'illustration de cette rupture, c'est ces nouvelles pratiques d'attractivité des entreprises, où on voit qu'aujourd'hui, on vient pas forcément travailler dans une entreprise par rapport au salaire qu'on va nous proposer, mais par rapport au fait que je peux mieux gérer mon temps entre mon temps de travail et mon temps personnel, toutes les notions de qualité de vie au travail et toutes ces notions de rapport au travail qui sont en train de se bouleverser dans bon nombre d'entreprises. En complément ou sur ce point-là, moi j'aimerais juste renforcer le point de donner du sens. C'est-à-dire que il y a 20 ou 30 ans, et peut-être même la génération avant, hein, ça c'est la génération où moi il y a 20 ou 30 ans, je faisais mes études. L'idée c'était de dire il faut faire des études, il y avait une valeur au travail, il faut que je trouve un bon boulot, etc.
c'était une orientation, une éducation de ce type. Et en fait, on pourrait traduire ça par il faut réussir dans la vie, quoi. Hein, et puis, de génération en génération, il y avait ce côté il faut réussir mieux que la génération précédente. Hein, on a envie que nos enfants réussissent mieux. Voilà. Et je pense qu'on est dans un changement où maintenant, c'est plus réussir dans la vie. Les générations actuelles, moi j'ai des ados à la maison, hein, les échanges qu'on a, c'est plutôt j'ai envie de réussir dans ma vie, quoi. Plus que réussir. Ma vie. J'ai envie de réussir ma vie, pardon. J'ai envie de réussir ma vie, plus que réussir dans la vie. Voilà, et quand on dit ça, ça renforce le côté j'ai besoin de sens, en fait. J'ai besoin de sens, non seulement j'ai besoin de sens, mais je me sens prêt en plus à rebondir et à faire plusieurs choses dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'enfermer dans un schéma. Et ça parle beaucoup de ce que les entreprises vont devoir à gérer et ont déjà à gérer. Parce que ça va bouger les lignes en fait des entreprises. Il va falloir combiner avec ça, hein, et ça impacte la relation au travail inévitablement, mais aussi ça impacte les périmètres, les frontières de l'entreprise. Okay, et ça, c'est un enjeu clé, quoi, selon nous. Hein. Alors, Mathieu, je vois quelques questions, et notamment. Oui, alors j'ai répondu au fur et à mesure. Il en reste une d'Emmanuel. Il y en a une nouvelle d'Emmanuel et une de Johanna. Ah, pardon. D'accord. Ah oui, j'ai pas vu. Alors, Emmanuel, sur comment tirer les enseignements du Covid. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont on le fait chez les clients qui nous sollicitent là-dessus. Pour autant, il y a des principes clés. Le fait que ces retours d'expérience ne soient pas réservés au management, voire au top management, mais que ce soit aussi l'occasion d'aller mobiliser les équipes dans ces retours d'expérience. Voilà, c'est une façon aussi de les mobiliser vers l'après, quoi. Hein, et il y a une nécessité de se projeter sur un rêve, sur quelque chose qui nous donne envie, quoi. Au-delà de j'ai des barrières sanitaires et j'ai des gestes et des postures à adopter, etc. etc. Comment je me mets à rêver vers autre chose. Et le fait de participer à ce retour d'expérience permet à un moment donné de se remettre dans cette dynamique positive. Je pense qu'il y a une autre notion, c'est d'aborder à la fois cette notion de retour d'expérience avec la notion de comment j'appréhende le retour au travail. Voilà, on fait une pierre deux coups. Hein, on a fait un webinaire spécifique là-dessus, comment on gère les émotions qui sont propres à ça. On a un client qui nous fait intervenir parce que les gens veulent plus revenir au travail. Les gens qui sont de service, hein, et qui se sont amusés et finalement ont trouvé une certaine efficacité en télétravail, ne veulent plus revenir au bureau. Voilà, donc là, comment on combine à la fois le retour d'expérience avec le retour au travail, hein. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est au moins deux composantes qui nous semblent clés là-dedans. Alors, pour poursuivre hein, et terminer sur... Oui, pardon. Ouais, du coup, je n'ai pas répondu à Johanna. Tu n'as pas répondu à Johanna, je suis désolé. Ouais. Comment mettre en œuvre cette excellence relationnelle dans un contexte où la santé de l'entreprise est en jeu et donc les ressources sont limitées au strict nécessaire pour produire? Ben, en fait, l'enjeu, c'est justement là, à très court terme, de mobiliser les équipes dans finalement la résolution de problèmes qui permettent de livrer et de répondre aux besoins purement de performance, quoi, hein, être capable de livrer les clients et au bon coût, hein, parce qu'on a des problèmes de trésorerie aussi. Donc il y a un enjeu là, c'est de résoudre vite les problèmes et des problèmes nouveaux. Et en fait, comment est-ce qu'on mobilise toutes les équipes pour être capable de faire ça? Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a du jour au lendemain la compétence pour résoudre des problèmes, mais pour autant, d'aller mobiliser les équipes en disant c'est quoi les problèmes prioritaires sur lesquels on vient mettre des ressources pour soutenir la résolution de problèmes de façon rapide sur le terrain, c'est un enjeu pour moi prioritaire qu'on met dans l'excellence relationnelle et managériale. Hein, mobiliser des équipes, ça fait partie de cet axe-là, quoi. Donc, le risque serait de vouloir uniquement mobiliser des experts sur de la résolution de problèmes ou sur la capacité à produire et de dire les équipes opérationnelles ne sont là que pour produire. Je pense qu'on
comme dans le film, hein, ce qui mobilise et ce qui fait qu'on va vite et qu'on est capable de répondre vite aux sinistrés, c'est que toute l'équipe se mobilise instantanément. Hein. Ok, merci. Donc, pour terminer sur cette notion de rupture, ben, vous l'aurez compris, hein, ce qui nous paraît fondamental, c'est de donner ce sens et de faire rêver les équipes. Alors, les faire rêver pas de manière très pragmatique, mais c'est savoir où on va, qu'est-ce qu'on va chercher, quelle étoile on veut décrocher. Et c'est vraiment la co-construction de la destination nous paraît essentielle dans la réinvention de l'entreprise. Et c'est vraiment la première étape. Et là, c'est une co-construction parce que c'est une co-construction de l'équipe dirigeante. C'est évidemment quelque chose qui touche à la stratégie de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui, une fois qu'on aura défini la roadmap, va permettre de mobiliser l'ensemble des équipes et de leur montrer qu'ils seront tous, à un niveau ou à un autre, et où qu'ils soient dans l'entreprise, contributeurs à ce chemin et à l'atteinte de l'objectif qui va être d'aller chercher l'étoile. Et je dirais, peu importe où est l'étoile, voilà, c'est un choix à faire. Les stratégies d'entreprise sont très diverses. On peut décider de vouloir être le leader, comme on peut décider de vouloir être un suiveur, comme on peut décider de se positionner sur un marché de niche très petit ou vouloir inonder la planète. Peu importe. L'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui nous fait tous les jours faire en sorte qu'on va satisfaire nos clients et qu'on est là et on veut aller là-bas. Et donc, vraiment, cette notion du comment au pourquoi nous paraît essentielle, avec effectivement la décision de l'étoile à aller chercher, puis définir une roadmap et puis préparer l'équipe avec l'analogie à la montagne. Hein. On est au camp de base, on sait exactement où on veut aller, on a les cartes, on sait le temps qu'on a, on connaît la météo, et puis voilà, maintenant toute l'équipe, on doit faire le chemin ensemble et on doit se préparer. Juste une précision, Laurent, construire la vision, on parle de l'équipe dirigeante évidemment qui doit être impliquée en premier lieu dans cette construction de vision, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on peut à travers des forums, des World Café, mobiliser beaucoup de monde dans tous les services et à tous les niveaux pour être à l'origine aussi de cette vision, parce que plus je contribue à la construction de ce rêve, hein, plus je monte à bord, plus je me sens appartenant à cet organisme vivant dont Laurent parlait, quoi, hein, et prêt à m'engager sur ce chemin. Merci Mathieu. S'il n'y a pas de nouvelles questions, on va passer à la démarche. Peut-être d'ailleurs ça répondra à quelques questions. Ça répondra à Emmanuel, je pense. Tout à fait, je pense. Alors cette démarche, évidemment, elle va être structurée et on ne va pas passer du camp de base au sommet ouest comme ça en claquant des doigts. On va petit à petit gravir la montagne. Et donc les grandes étapes dans une démarche de transformation et de réinvention, les grandes étapes sont très structurées. On va passer par une étape de fondation. Et cette étape-là, son principal intérêt, ça va être une prise de conscience et le fait de donner envie. Alors, prendre conscience, en fait, on est dans un changement de culture et la première chose importante dans le changement de culture, c'est de modifier sa perception des choses. Et je pense que dans cette étape de fondation, on va venir, par différentes actions, modifier la perception, la perception des choses qui sont vues à travers les paradigmes qu'on veut remplacer par les nouveaux paradigmes. Et donc, pour pouvoir passer d'un paradigme à l'autre, il faut modifier sa perception des choses. Et puis, quand on va arriver sur le chemin du refuge nordique, on va commencer, une fois qu'on va être arrivé au refuge, déjà, on sera passé de 2800 à 3800 mètres, et là, on va se dire, c'est possible, on l'a fait. Et toute cette phase de démonstration, c'est ça. C'est de se dire, on l'a fait. Alors, on l'a fait, on ne l'a pas fait forcément facilement. Hein. Ouais, c'est vrai, on a des ampoules, on est claqué, il y en a un qui est tombé, on a perdu un outil, etc. Mais on l'a fait quand même, et finalement, à chaque problème qu'on a eu, on a été capable
de le résoudre et d'en tirer des bénéfices et d'améliorer notre capacité à faire le chemin. Chaque problème, dans la phase de démonstration, en fait, on a l'habitude, nous, de dire, c'est qu'on commence à accueillir les problèmes et on va au-delà, on dit, tiens, chouette, un problème, parce que chaque problème va nous permettre d'améliorer nos processus et nos manières de faire. Et puis, on va passer par une phase de structuration où là, on va à nouveau améliorer l'efficience de tout ce qu'on met en place, le faire de manière de plus en plus fluide, de manière de plus en plus efficace. Une fois qu'on en est là, on va passer à une phase de déploiement. Et cette phase de déploiement, c'est que toutes les actions qu'on aura fait dans des petits périmètres, on va faire de cette démarche une culture d'entreprise qui va permettre de déployer l'ensemble de la démarche sur tous les secteurs de l'entreprise, à la fois d'une manière spatiale, mais aussi d'une manière, je dirais, sur l'ensemble des services. C'est-à-dire que dans l'industrie, on commence assez souvent par un atelier, mais on va pouvoir faire émerger cette démarche au niveau de la qualité, au niveau de la supply, au niveau de la maintenance, etc., etc. Et puis, l'avant-dernière phase, c'est la phase d'intégration. Et c'est là, on est à 5100 mètres. On se dit, c'est vrai qu'on voulait aller sur le sommet ouest, mais il y a le sommet est qui n'est pas inintéressant. Et en fait, là, on est dans la construction et on va mettre la démarche, on va mettre en place la démarche sur l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Tout ça pour arriver à cette fameuse étoile qu'on va aller décrocher, où on sera dans un système global avec cette entreprise complètement réinventée. Et l'idée, c'est de devenir le virtuose. Alors, cette notion de virtuosité, c'est que le virtuose, c'est celui qui fait quelque chose de difficile, et que ça semble facile à tout le monde, et on devient la référence pour l'ensemble des gens. Et c'est cette étoile qu'on va aller conquérir, et on sera le modèle de référence du marché, par exemple. Alors, évidemment, tout ça, c'est structuré, et tout ça, ça prend du temps. On ne passe pas de l'étape 1 à l'étape 6 en quelques semaines, on passe en quelques années. Voilà. Mais ça dépend d'où on part, évidemment. Laurent, voit plus ton écran. Je vois plus loin. Si, c'est bon. C'est bon. Tant pour moi. On voit mon écran. Alors, concrètement, très concrètement, comment ça se passe? Vous voyez, en fait, quand on intervient chez nos clients, on part de cette étape de fondation, et tout au début, là, à la croisée des 3 pôles d'excellence, on vient mettre en place un séminaire de vision. On fait un diagnostic et on met en place un séminaire de vision. Et puis, au fur et à mesure du temps, sur cette grosse sphère, on vient poser sur des axes ou entre les axes avec des actions qui vont avoir un impact à la fois sur l'excellence opérationnelle et sur l'excellence managériale, et puis d'autres qui ont un impact sur les 3 pôles d'excellence, etc. Et on va venir positionner des chantiers de démonstration, on va faire de la formation aux managers, on va faire des ateliers de co-développement, intégrer des nouveaux outils digitaux, travailler sur les nouveaux business models. Et puis on va faire grossir, et au fur et à mesure, c'est difficile à visionner, mais en 3 dimensions, vous imaginez qu'au fur et à mesure, oui, on va couvrir l'ensemble de la surface de cette sphère pour arriver, in fine, à une intégration totale sur l'ensemble de la sphère, à la fois sur donc tout l'écosystème, et puis sur l'ensemble des pôles d'excellence pour pouvoir balayer l'ensemble des pôles. Excusez-moi. Mathieu, veux-tu rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est bon, Laurent. Bien. Donc voilà pour la démarche. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à la question d'Emmanuel, mais voilà ce qui concerne la démarche. Et maintenant, les acteurs de cette démarche, on va vous présenter une petite vidéo de Simon Sinek. Alors Simon Sinek, c'est un conférencier qui a travaillé beaucoup sur le management et le leadership, c'est un Anglais. Alors cette vidéo, elle est en anglais, donc on va vous montrer un court extrait qu'on traduira pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, et puis on reviendra dessus. Donc juste 1 minute, et on revient tout de suite après.
Do you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist, it's that it's much easier to prove over time, right? Alors voilà, ce que nous dit Sinek, et avec ce parallèle avec l'amour entre un homme et une femme, voilà, quand on aime quelqu'un, il est très difficile de dire quand est-ce que ça a commencé, de trouver une mesure de cet amour. Et ce qu'il nous dit, c'est que c'est pareil pour le leadership. En fait. On décide pas du jour au lendemain d'être leader. Et ce qu'il nous dit aussi, donc là vous avez quelques extraits, ce qu'il nous dit c'est que le leadership c'est une somme continuelle de petites choses qui font qu'on s'intéresse aux gens, qu'on leur vient en soutien, qu'ils se sentent épaulés, qu'on n'est pas comme des collègues, mais presque, ce qu'il nous dit dans la dernière, presque comme des frères et des sœurs. Voilà. Et ce qu'il nous dit, c'est que si on a une culture d'entreprise forte, alors les gens penseront aux autres comme s'ils étaient frères et sœurs. Et donc, il n'y a pas de moyen de mesurer réellement ça, et c'est surtout pas à un instant T quelque chose qui tombe comme ça, mais c'est une somme de petites accumulations. Le point clé là-dessus, si tu me permets, le point clé là-dessus, et moi j'adore ce message sur l'amour conjugal, l'amour entre deux personnes, parce qu'effectivement, il y a un moment, on sait que ça existe, mais c'est la somme de plein d'actions, plein de comportements, plein qui font qu'à un moment donné, cet amour existe. Le leadership et finalement la capacité, les aptitudes managériales, mais les aptitudes relationnelles au sens large. Il n'y a pas que les managers qui sont dans des compétences relationnelles, et puisqu'on parle d'interdépendance et d'interaction entre les individus, entre les personnes, entre les équipes, on est tous à développer ces compétences relationnelles. On a tous besoin dans la réinvention de l'entreprise dont on parle depuis tout à l'heure. Et en fait, ça veut dire que ça s'accompagne de chemins de montée en compétences. C'est-à-dire que les compétences relationnelles et les compétences managériales sont des compétences, et donc elles se développent. Et c'est pas « je suis né avec », j'ai un bon relationnel, et moi, j'ai pas de chance, je suis pas né avec, j'ai un mauvais relationnel, et ben c'est ad vitam. Mais non, ces compétences se développent, et en fait, il faut créer des parcours de développement de ces compétences. Ça fait partie vraiment d'une chose, enfin d'un axe clé dans l'excellence relationnelle et managériale, c'est de développer ces compétences-là, parce qu'elles permettent de façon continue aux personnes que nous sommes, aux leaders, aux managers que certains sont, de s'emparer totalement de ces compétences-là et de développer finalement le leadership et de développer ce sentiment d'appartenance, de développer l'envie, l'engagement, etc. des équipes. Et donc finalement, le socle du manager réinventé, ce serait quoi? Ce serait effectivement, comme tu viens de le dire Mathieu, donner le sens et l'envie, avec des valeurs et des croyances communes, et puis une destination commune, j'ai envie de dire, cette fameuse étoile. Sinek vraiment nous met le point sur l'attention réelle qu'on porte aux collaborateurs. Donc, dans une des citations qu'il y avait juste avant, en fait, il nous explique que souvent, quand on demande à quelqu'un hey, « comment ça va ?», il faut écouter la réponse, sinon on ne demande pas. Et le nombre de fois où on dit à quelqu'un « ouais, bonjour, ça va ?» et puis finalement, on continue à marcher et plus rien. Eh bien non, ça, c'est quelque chose sur lequel on doit être vigilant en tant que manager et en tant qu'être humain, c'est que si on pose la question, on écoute la réponse. Et puis, il y a cette notion de soutien et de développement des hommes. Et cette notion aussi, un peu comme vient de le dire Mathieu, mais en fait, en ce qui concerne les managers, on est manager tout le temps. On n'est pas manager de 8 à 12 et de 14 à 18.
on est manager pendant le repas du midi, même si on est en pause, on est manager en permanence et chaque action qu'on va faire en sorte qu'on va être reconnu comme manager, on va être reconnu comme un élément de ce système complexe ou non. Alors, par rapport à ce manager, nous, on a trois dimensions qui nous paraissent intéressantes. La dimension du manager opérationnel, très présent sur le terrain, la dimension du manager responsable, capable de déléguer, et la dimension du manager développeur, qui va favoriser l'autonomisation des équipes. Alors, si on zoome un peu sur ces trois managers, le manager opérationnel, donc comme je vous le disais, c'est le manager opérationnel passe beaucoup de temps sur le terrain, ce qu'on appelle en excellence opérationnelle le Gemba, c'est-à-dire l'endroit où on va produire la valeur ajoutée, où on va surtout satisfaire le besoin du client. Et le manager opérationnel, c'est celui qui s'assure en permanence que tout se passe bien sur le Gemba. D'accord. Et qui vient en soutien aux équipes lorsque il y a un problème. Quand on dit trois dimensions et quand on parle du manager opérationnel, en fait, on parle de la dimension opérationnelle du manager, puisque chaque manager doit, au fur et à mesure des temps, avoir ces trois dimensions différentes. La deuxième dimension dont on parle, c'est la dimension du manager responsable. Le manager responsable, c'est quelqu'un qui est capable de déléguer, mais sans fuir ses responsabilités. C'est quelqu'un qui sait alterner à la fois une position de mise en place d'objectifs, une position qui va être ce qu'on appelle top-down, et on l'a vu dans des moments de crise, par exemple, cette position, elle est forcément indispensable. Et puis, cette position bottom-up qui est, comment je délègue, comment je vois ce qui se passe sur le terrain et comment je laisse à mes équipes la possibilité de faire les choses sans me dédouaner de la responsabilité de ce qui va se passer. Enfin, la troisième dimension, c'est le manager développeur qui lui aussi va favoriser l'autonomie, mais par le développement des compétences et par la polyvalence. Vous avez sur votre écran, à gauche de l'écran, ce qu'on appelle, nous, le diagramme de Nemoto, qui est en fait, dans le temps de travail disponible, la répartition des tâches suivant qu'on est plus proche du Gemba ou plus éloigné du Gemba jusqu'au top management. Et en fait, on voit que dans cette transformation, dans cette réinvention de l'entreprise, chaque personne a sa place. On peut être à l'endroit où on produit la valeur ajoutée, il n'en demeure pas moins qu'une partie du travail des gens qui sont sur ce terrain, c'est aussi d'améliorer l'existant et c'est aussi de savoir focaliser sur le besoin du client. Alors, ça se fait en appliquant des standards de travail, mais ça se fait aussi en participant à des résolutions de problèmes, à des chantiers, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, on voit que à ce moment-là, l'ensemble des équipes doit de plus en plus passer de temps à améliorer l'existant, voire à innover et à concevoir la nouvelle valeur, éventuellement en développant des écosystèmes, en mettant en œuvre tous les pôles d'excellence dont on a parlé tout à l'heure. Voilà les trois dimensions managériales qu'on voulait évoquer avec vous rapidement. Alors, il y a avant de passer à la synthèse, Daniela qui nous pose une question effectivement sur les managers qui ont autodidactes, qui ont appris sur le terrain et qui ne voient pas la nécessité de se former. Il y a plusieurs éléments de réponse, mais il faut passer par la prise de conscience que finalement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ça passe par des auto-évaluations ou des évaluations, c'est-à-dire
Ça peut être des prises de conscience à travers des tests, hein, que vous connaissez certainement, des tests de personnalité au travail, mais aussi des auto-évaluations par rapport à des modèles managériaux de l'entreprise. Là, on vous présente un modèle managérial qui nous est cher, les trois dimensions du manager, mais finalement, l'entreprise doit poser son modèle managérial, son modèle de leadership, et une fois qu'on a posé ça, être capable de permettre à chaque manager de se regarder face à ça. Et peut-être qu'il y a une orientation terrain très forte, mais peut-être qu'aussi il leur manque des choses sur le développement de leurs équipes, sur la délégation, sur la capacité. Hein, là, on regarde les trois dimensions, peut-être qu'il y en a une qui est très forte et puis les deux autres qui le sont moins. Et puis après, ça passe, les prises de conscience, par évidemment l'accompagnement de leur propre manager sur la mise en perspective de ce qui manque au quotidien. Hein, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, le management se développe au quotidien, le leadership se développe au quotidien, et c'est la capacité à faire des feedbacks qui permettent de prendre conscience et d'amener finalement la personne sur ce chemin en se disant « Ah ouais, j'ai effectivement des choses, et puis j'ai envie d'expérimenter, puis j'ai envie d'apprendre, et puis je me mets dans cette dynamique-là, quoi. » Hein, mais c'est pareil, on claque pas des doigts, il n'y a pas de baguette magique par rapport à ça. Hein. Et puis Emmanuel qui fait un commentaire pertinent, effectivement, le manager est un acteur clé de transmission des valeurs de l'entreprise, de la vision de l'entreprise, et puis pour permettre l'engagement de ses équipes. Mais je pense, en complément, même si je suis convaincu, et je suis d'accord avec vous, Emmanuel, hein, que le manager est une fonction, sont des personnes clés dans l'organisation, je pense qu'on va aller de plus en plus aussi vers d'autres formes d'engagement qui ne passeront plus uniquement par la ligne managériale. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser des collectifs, des communautés, et là, l'axe technologique peut nous aider à embarquer et à trouver d'autres leviers qui permettent de diffuser la culture managériale, la culture d'engagement, d'entrepreneuriat, etc., autrement. Hein. Ça ne veut pas dire que l'axe managérial n'est pas clé, hein, mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres vecteurs qu'il faut développer dans les entreprises pour aller vers plus d'horizontalisation finalement, hein, et plus d'interdépendance des individus et des équipes. Pour conclure, Mathieu, je te laisse conclure. En synthèse, alors c'est quelques points clés qu'on veut remettre, hein, pour ancrer. Ils sont loin d'être exhaustifs, mais ce qui caractérise l'entreprise réinventée, qui a envie de se repenser, c'est une orientation forte client, qui connaît parfaitement, qui est en contact, et qui comprend en permanence l'évolution qu'elle doit amener en interne pour répondre à ses besoins, qui investit dans les talents. Vous avez bien compris qu'à un moment, le développement de la compétence, qu'elle soit à la fois liée à l'excellence opérationnelle ou relationnelle ou managériale ou encore digitale, c'est la clé. C'est donner du sens à travers le système de management et de façon plus large, comme je viens de le dire. C'est être capable d'animer dans des réseaux complexes et en même temps de poser des cadres. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que dans ces environnements complexes, comment on pose des cadres pour permettre l'autonomie et l'interdépendance, okay ? Et plus on élargit le cadre, c'est-à-dire aller dans des cadres d'écosystèmes où il y a des tiers qui interagissent les uns avec les autres, des parties prenantes d'entreprises différentes, évidemment, plus le cadre à poser est complexe. Okay ? Évidemment, de mettre en place la technologie au service de l'homme et qui est capable de repenser ses frontières. Voilà, c'est-à-dire et de s'ouvrir. On va vivre dans des mondes ouverts. Hein. Je ne vous parle pas de la notion de compétiteur plutôt que de compétiteur, mais comment est-ce que ça fait partie de l'avenir des entreprises? Et ça, au quotidien, évidemment. Des cadres et des règles de fonctionnement et de responsabilité. Ouais, c'est ce que je mets derrière le mot cadre, Cécile, mais c'est exactement ça. C'est comment est-ce que ça fonctionne, qui est responsable de quoi. L'autonomie, on ne l'a pas dit, hein, mais l'autonomie est forcément associée à la responsabilisation. C'est-à-dire que je suis autonome dans un périmètre donné avec des compétences qui me permettent d'assurer dans ce périmètre donné des responsabilités. Voilà. Et du coup, d'être capable d'interagir avec toutes les parties prenantes de ce périmètre.
Alors, est-ce que ça existe, ce qu'on vous dit? Parce que oui, ça existe. On va vous présenter quelques exemples. Hein. Ouais, c'est pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des exemples. On veut pas montrer ça comme des entreprises d'Antotsu, c'est-à-dire référentes mondiales de la réinvention. Parce que, par contre, c'est de se dire, tiens, ça bouge, et vous le voyez tous, d'accord? Je suis sûr que ces exemples-là, vous êtes curieux, vous l'avez vu, vous les avez vus. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais ça bouge dans tous les domaines, et quelle que soit finalement la taille de l'entreprise, son domaine d'activité, etc. Et prenons le cas d'Accor. Accor, ils repensent en profondeur leur système leur business model, quoi. Hein, avec qui est propriétaire des hôtels, c'est plus eux. Par contre, ils sont dans la création d'écosystèmes, avec au cœur de leur attention le développement des talents en interne pour être capable d'avoir une orientation vers les clients très forte, de la digitalisation qui permette de créer des communautés de clients et d'être en interaction avec des fournisseurs de transport. Voilà, donc comment est-ce qu'on est en lien avec voilà, des écosystèmes qui s'installent de façon très large, hein, avec de la co-création de valeur dans ces écosystèmes-là, Auchan dans le même esprit, qui est passé des mots à l'action en disant on va, ok, produire et vendre local, c'est très bien, mais on va produire à côté de nos centres de distribution, nos magasins. Voilà. Et c'est pas 2 hectares, hein, c'est des centaines d'hectares qu'ils réservent aux environs de leurs supermarchés ou de leurs hypermarchés, je ne sais plus exactement, pour être capables de produire une partie de ce qu'ils vont vendre dans leur magasin. Ouais. Donc là, on peut imaginer tout un tas de choses qui vont venir derrière, des écosystèmes qui vont se construire autour de ça et qui vont aller bien au-delà de je produis pour vendre. C'est une certitude. À partir de comment on commence à mettre ce pied dans cette dynamique d'écosystème, ça va aller au-delà de ça. Pareil, Air France qui se rapproche, pour des raisons qu'on a bien comprises, hein, par rapport à leur trafic, qui se rapproche du ferroviaire. Comment est-ce qu'on peut créer des partenariats autour d'autres choses? C'est pas ce que SNCF est capable de faire, c'est ce qu'ensemble on est capable de faire et avec plus de valeur. Voilà. PSA qui révolutionne, et je ne sais pas comment ça va prendre forme, qui révolutionne sa relation au travail en disant le télétravail ou le travail à distance va devenir la normalité. Ça implique plein de changements en profondeur. Mais vous voyez, c'est une étoile qui est posée, mais ça veut dire quoi derrière pour les équipes, pour qu'elles s'y retrouvent, qu'elles aient quand même l'appartenance à cette entreprise, au travail collectif. Il va falloir poser un certain nombre de choses. Mais il y a une étoile qui s'installe pour dire, tiens, on va repenser notre relation au travail. Vous voyez, donc il y a plein d'exemples, et c'est loin d'être exhaustif, il y en a plein au quotidien. La question, c'est et vous, quoi. Vous avez envie d'aller où? Vous avez envie de faire quoi? Et de vous servir de ce moment-là là, pour aller rêver autre chose, quoi. Merci. Alors, vous pouvez bien sûr Alors déjà, vous pouvez poser des questions. Et puis, je lisais, excusez-moi, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis le lien pour le questionnaire de satisfaction. Alors, je lis un... Quel titre faut-il? Il n'y a pas le titre. Ah, donc ça, vous voyez, chouette un problème. Mais eh bien, mettez le titre que vous voulez. Nous y trouverons parce que nous aurons la date. Ça s'appelle de la qualité, Laurent. Merci. Chouette un problème. Donc, dans l'urgence, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre n'importe quel titre parce que comme on aura la date, on trouvera que vous avez répondu et on fera le correctif dès que le webinaire sera terminé. Et puis, ce qu'on voulait vous montrer, c'est quelques offres d'accompagnement pour des gens que ça intéresserait. C'est que, effectivement, et je pensais à Emmanuel qui nous posait des questions, on a des offres
d'accompagnement. On sait faire des diagnostics flash sur les 3 axes d'excellence. Ça prend c'est quelques jours d'accompagnement, c'est assez rapide. On peut vous aider à co-construire la vision, à co-construire la roadmap. On le fait chez certains de nos clients. On a des offres aussi plus ciblées formation et parcours managériaux. Voilà, donc ça, vous retrouverez l'intégralité de nos offres sur notre site internet. Vous pouvez bien sûr nous poser des questions. Vous aurez sur LinkedIn, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, par mail, sur le site internet, vous avez, je pense, nos numéros de téléphone. Et vous allez recevoir d'ici une journée, vous allez recevoir un lien qui vous permettra aussi de connaître nos coordonnées. Et je réponds à une question qui nous dit, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay puisque le webinaire était enregistré, donc le replay sera disponible sous 2-3 jours sur notre site internet. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous et je laisse la fin du webinaire. Merci. Non, moi, je vous remercie aussi de vos participations qui enrichissent à chaque fois ces webinaires-là. On est à votre disposition pour poursuivre. On est toujours heureux à la suite des webinaires d'avoir des échanges et de continuer à discuter sur ces démarches qui nous animent, qui nous passionnent. Et évidemment, on est là aussi pour vous aider dans vos retours d'expérience post-Covid et dans le retour au travail. Et parce que c'est un moment clé qui nous permet aussi d'aller potentiellement mettre les graines pour se réinventer, quoi. Voilà. Merci à vous et à très bientôt pour plein de nouvelles aventures à distance ou en présentiel.